Donc, on va continuer donc, notre deuxième partie de la soirée. Donc, je vais vous présenter donc, notre dernier invité, donc Martin Tremblay, donc, le dernier mais non des moindres. Martin Tremblay, je l'ai rencontré par hasard, en fait, à travers un ami Oui, commun, François Nadeau. exact. Je ne sais pas d'ailleurs comment tu l'as connu. Mais... Ah, ben, je suis dans la communauté des photographes de Montréal. Là, on s'est croisés souvent. Puis... C'est ça. Fait que François Nadeau, c'était aussi un autre photographe documentaire. Et la petite anecdote, c'est qu'à la base, je l'avais demandé à François Nadeau. Et à 2 semaines avant la conférence, il m'a dit que est-ce qu'on fait ça comment par Zoom? Je fais non. L'idée, c'était de faire ça en présentiel. Et c'est là il m'a dit comme à moins que tu me payes le billet d'avion de Shanghai à Montréal. C'est là où je fais comme oh shit. Il habite à Shanghai depuis 6 ans et tout, et je ne savais pas. Donc, Et je suis le plan B. Après, il m'a recommandé donc quelqu'un, hey, tu connais pas un ami, etc. Il m'a dit comme Martin Tremblay, je dis comme, oh, ok. Et c'est ça, donc je t'ai contacté et puis il a généreusement accepté de dire oui. Jusqu'à après, j'ai fait des recherches, j'ai fait, oh shit. C'est un gros calibre. Surtout un gros calibre. Donc rapidement, je me permets de te présenter aussi. Martin Tremblay, c'est un photographe journaliste qui travaille pour la presse depuis 20 ans, au moins 20 ans. Primé étant comme meilleur photographe, je crois, de documentaire à un moment donné, en 2017. Ouais, 2017-2019, meilleur Canadien. Wow, vraiment. Mais ça m'a coûté cher de pot de vin, mais ça a fonctionné. Mais en tout cas, on est vraiment très content de t'avoir ce soir aussi. Très rapidement, tu reviens aussi de l'Ukraine, hein, Ouais, c'est ça, d'un exact. reportage que tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Tes 2 photos qu'on a imprimées sont aussi de ce reportage-là. Ouais. Et donc, écoute, merci à toi d'être là et puis je te laisse la parole. Merci. C'est vraiment difficile de passer après 2 excellents conférenciers qu'on a eus. C'était vraiment inspirant. Bravo à vous deux. Là, c'est comme... J'ai le syndrome de l'imposteur puissant. Fait que c'est gênant de passer après vous. J'ai un parcours juste un peu plus long. C'est juste une question d'âge. Moi, je suis pas un photographe. Vous allez dire, hein, c'est pourquoi il dit ça? Je suis un photojournaliste. Puis à la base, c'est ça que je voulais faire. J'étais inspiré par le photojournaliste à la base. C'est ça qui m'a amené à faire ce métier-là. C'est quoi un photojournaliste? C'est quelqu'un qui peut se risquer à répondre à cette question-là. Oui? Un peu comme un journaliste qui est là pour apporter des faits, cette personne-là, en place de le mettre par écrit, le met en visuel avec la photo. Exact. Pour répéter, c'est que tu as dit qu'on est là pour mettre, comme par écrit, pour mettre en photo ce qu'on voit. Mais c'est exactement ça, on est des témoins. Moi, je suis juste un témoin. Donc, il faut juste que je sois au bon endroit, au bon moment pour témoigner de ce qui se passe puis de rapporter l'information telle que je la vois. Bon, là, il y a toute une question éthique là-dedans. Je pose le cadre à un endroit, je pose mon regard à un endroit, donc je fais un choix éditorial, mais mon choix éditorial doit refléter telle quelle la situation. Bon, l'Ukraine, c'est super difficile d'être objectif parce que on est du côté ukrainien, on n'est pas du côté russe, on ne peut pas aller des 2 côtés en même temps. Donc, c'est difficile d'avoir les 2 côtés, pardon. Donc, mon travail, on le disait, je me suis fait traiter de vieux, mais ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai l'impression d'avoir commencé hier. Je voulais témoigner, je voulais couvrir aussi des conflits. C'est un peu ça que je voulais faire, un peu de la photo de guerre aussi, sans en avoir fait à temps plein. Donc, j'ai fait 6 conflits. J'ai été intégré aux forces de l'armée canadienne comme correspondant de guerre en Afghanistan à 2 reprises, en 2003 puis en 2007, pendant des séjours de 6 semaines. Puis, j'ai fait un conflit l'an dernier en Arménie. Donc, je vais plus vous parler des coulisses que des photos, malgré que c'est tentant de passer du temps sur les 2. Puis, on a 20 minutes, fait que je vais comme y aller en rafale. Arménie,
l'an dernier, donc, la religion est quand même assez importante. J'avais vu une vieille photo prise en Arménie d'un rayon comme ça, puis ça m'avait inspiré. Puis avec mon fixeur, je vais vous expliquer c'est quoi après, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai dit, moi, je veux aller dimanche à la messe. T'es là, ah oui, non, je n'ai pas pour prier, je veux faire une photo. Je dis, tu sais, s'il y avait une église avec des fenêtres, il ne comprenait pas trop où je voulais aller. Mais il dit, ah, on pourrait aller à telle place, il y a une messe. Fait que, en arrivant là-bas, tout de suite, j'ai vu le rayon, puis comment on fait pour avoir un rayon comme ça? C'est la fumée d'encens. Donc, comment on voit la lumière? Bien, il faut enfumer une pièce. Au cinéma, ils vont envoyer de la fumée. Vous allez voir n'importe quel spectacle de musique, il y a toujours une petite fumée, mais c'est pour voir les éclairages. Sinon, on ne les voit pas. S'il y a des spécialistes en éclairage, ici, ils pourraient nous parler de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai réalisé cette photo. Pourquoi je voulais la faire? Parce que je voulais raconter, moi, mon sujet, c'était le choc post-traumatique suite à la guerre en Arménie. Ils se sont fait attaquer avec un soutien de l'armée russe aussi par le pays voisin qui est l'Azerbaïdjan. Donc, l'Ukraine, c'est un ancien pays de l'Union soviétique, l'Arménie aussi. Donc, c'est tout un peu la même problématique. Là, ici, on est au Caucase, donc c'est au sud-est du monde. Haïti, crise, épidémie de choléra. Congo, j'ai donc, Congo, mon sujet, c'était le viol comme arme de guerre. On voit qu'en Ukraine, l'armée russe utilise les mêmes techniques. Niger, crise alimentaire. Quand la presse m'a envoyé au Niger, c'était un très long voyage. Il fallait passer par l'Europe. On s'est rendu dans la capitale, à Niamey. Et là, on est à 2000 km de la capitale, donc vers le lac Tchad. C'est vraiment tout qu'un voyage. Quand je suis arrivé là-bas, CNN, eux, étaient débarqués en hélicoptère, puis ils avaient fait quelque chose de super sensationnaliste, le stress. Et quand on est arrivé, Médecins sans frontières nous ont dit plus de journalistes, c'est fini. Nous, on avait comme parcouru le monde pour arriver là. Puis, fait que j'ai dit, OK, bien moi, je reste ici, tu sais, je vais trouver une solution. Parce que la plupart du temps, c'est pas possible de faire une photo. Fait que moi, ma job, c'est toujours de trouver une solution possible pour réaliser une photo. Fait que on est resté là pendant 1 heure assis, puis il y avait un médecin italien qui était là. C'était comme clôturé. Nous, on était derrière. Puis il est arrivé dans une benne, plein de femmes avec des enfants qui, eux, avaient parcouru à peu près le même nombre de kilomètres que moi, mais pour aller se faire soigner. Ils étaient très mal en point. L'enfant, il s'appelle Brahim, que nous, on appelait le petit Brahim. Il était avec sa mère. Les deux étaient vraiment épuisés. Et là, le médecin s'est mis à faire le triage de ces gens-là. Puis Manny m'a fait signe, tu sais, puis comme, toi, viens-t'en ici, tu sais, il veut vraiment que je m'en aille. Fait qu'il dit, faites des photos pour que le monde voit ça. Là, il a ouvert la porte, puis là, on est rentré. Puis, ce que vous voyez, dans le fond, c'est sa mort au petit Brahim. Parce qu'il allaitait le sein de sa mère, mais trop faible. Sa tête s'est renversée, la photo que vous voyez là, et l'enfant est décédé. Donc, c'était ce reportage, c'était la famine qui tue les enfants. Donc, je sais que j'étais un peu rough à ce soir, là, c'est tough, mais mes sujets sont souvent comme ça. C'est délicat, il faut les aborder de façon délicate. Il y avait plein d'autres photos qui encadraient cette image-là, qui donnaient un sens, puis aussi qui donnaient une émotion plus profonde que juste l'impact de l'histoire que je vous ai racontée. Donc, c'est ça mon travail, c'est de documenter des sujets qui, des fois, sont heureux, mais aujourd'hui, bien, on parle plus de photos. Hey boy, sur mon écran, c'est
tellement petit, je ne sais pas, ça doit être mon setting. Voilà, j'ai réussi. Ukraine. Donc, je ne vous parlerai pas d'Ukraine parce que vous en connaissez beaucoup, vous en lisez tous les jours probablement, mais je vais vous parler des dessous d'un reportage comme ça en zone de conflit, en zone de guerre, particulièrement en Ukraine. Je vais beaucoup vous parler du comportement de l'armée russe. Il ne faut pas généraliser, ce n'est pas tout le peuple russe qui commet des crimes de guerre en Ukraine, parce qu'on parle vraiment ici de crimes de guerre. Ici, on est à 20 km de la ligne de front, dans un village où les Russes ont perdu la bataille, mais ils ont quand même bombardé l'école que vous voyez là, la garderie et tout ça. Donc, ils font des attaques sur des installations civiles. Ils veulent vraiment... comme au Congo, entre autres, il n'y a pas juste les Russes qui ont fait ça dans l'histoire. Là, c'est comme une guerre, c'est sale. Une guerre, c'est pas beau. Puis une guerre, il ne faut pas penser que les Ukrainiens ils font juste des affaires clean non plus. C'est une bataille. Là. Donc, c'est pas... ce qu'on voit, c'est pas le fun. Moi, j'ai fait les premiers jours de la guerre en Ukraine, c'est avant qu'on trouve tous ces cadavres de civils quand les Russes se sont retranchés. Moi, donc, on n'avait pas accès à ces zones-là. J'ai pas vu ça, là, des cadavres au sol. Mais on voyait beaucoup de gens blessés qui revenaient des lignes de front. Donc, c'est un autobus de gens qui arrivaient de zones de combat qui quittaient. C'est pris à travers la fenêtre. Mais l'autobus allait arrêter. J'ai couru, puis j'ai fait signe à cette jeune femme qui était avec sa mère. J'ai fait signe de venir, puis j'ai dit, bon, je suis photographe, je suis Canadien. J'ai fait une photo au travers de la fenêtre. Êtes-vous correct avec ça? Les gens étaient très corrects. Il y a un grand désir de... mais nous, quand on est là-bas, les gens respectent beaucoup parce qu'on prend quand même le risque de notre vie pour aller couvrir leurs conflits. Puis ils sont extrêmement conscients que notre travail sert à vous conscientiser sur la situation qu'ils vivent. Puis c'est la meilleure aide qu'ils ont, bien, c'est l'aide occidentale parce que on le voit avec l'armement, tout ça. C'est difficile aussi de rester insensible à ça. C'est impossible. T'sais, je vous ai montré la photo du Niger. On voit, on se pose des questions comme humain, mais mon travail, c'est d'être neutre, d'être un journaliste qui doit respecter des règles. Mais humainement, c'est difficile, mais ma caméra est une espèce de filtre qui m'aide à me concentrer. Puis de toute façon, on a plusieurs photographes ici, là, puis il y a les deux conférenciers. On a tellement de choses à penser à la prise de vue que toute l'émotion que la scène peut transmettre, elle ne m'atteint pas tout de suite. C'est toujours un peu plus tard. Ici, bon, là, je suis deep un peu, mais on va essayer de rendre ça... je faisais ces photos-là, puis comme n'importe quoi en photo, on fait toujours le tour, plusieurs angles, tout ça. Puis à un moment donné, comme dans ma tête, j'ai comme fait... Cette bombe n'a pas encore explosé. Elle peut exploser à tout moment. Fait que j'ai comme dit, je vais me prendre une petite distance. Puis le local a dit, il m'a tout de suite vu, il a fait, regarde, ça c'est le pâté de maison qui va sauter. Ça fait que, là, OK, bien, je vais continuer à être proche. Mais j'avoue que j'avais un petit stress. Ici, on est sur la ligne de front. L'armée russe est de l'autre côté, puis ils bombardent les civils beaucoup. Donc, on est... donc, le bloc qu'on a vu, c'est lui. Donc, ici, il y a eu des combats quelques jours avant. Et comment on fonctionne? Je ne m'en vais pas là tout seul comme ça. C'est que j'ai un chauffeur, pas parce que je ne sais pas conduire, puis que je ne veux pas conduire. J'ai un chauffeur qui connaît la place. C'est comme si un photographe chinois débarque à Montréal, ne parle pas la langue, il n'est jamais venu à Montréal. Bien, moi, je vais le conduire, parce que je connais Montréal, puis je connais du monde. Puis lui, il va s'engager
un Montréalais qui parle mandarin qui va lui traduire. Tu sais, il va passer du français au mandarin. Fait que c'est la même chose. Fait que moi, j'ai une... elle s'appelait Sophia. J'ai Sophia qui était avec moi en Ukraine, qui est une... elle parle très bien anglais, qui est ukrainienne. Puis on a un chauffeur qui est de la place. Mais les autres, ils ne voulaient pas aller sur la ligne de front. Fait que j'ai embauché une autre équipe. Donc, un jeune qui avait une expérience militaire, une formation militaire, puis un chauffeur qui vient de cette ville, qui est Mykolaïv, qui est une ville qui a eu beaucoup de combats. Quand on arrive dans le quartier, tout de suite, on trouve... il y a toujours des responsables. Tu sais, la mairie, là-bas, c'est comme un peu les chefs de village. Fait que tout de suite, ils ont dit, OK, allez voir telle personne. Fait que j'ai toujours 4 personnes avec moi, des gens qui... C'est leur hood, ça. Fait qu'ils connaissent ça fait 20 jours qu'ils se font bombarder puis qu'ils voient des soldats russes et tout. Fait que ça, les autres, ils connaissent l'affaire. Fait que là, j'étais en train de faire cette photo-là, puis là, le bruit, là, c'est comme... C'est boum, boum, parce que les obus tombent en périphérie de où on est. Puis là, les jets russes passent à très, très basse altitude. Je les ai entendus, mais je ne les ai pas vus. Là, lui, ça, c'est un local, il est vraiment stressé. Là, je suis comme... Il me dit... il dit en ukrainien à mon fixeur, il dit, il faut vraiment se dépêcher. Là. Puis, fait que les autres sont partis. Moi, j'ai continué à faire des photos parce que je voyais, ça ne tombait pas nécessairement super proche de moi. Et là, lui est avec moi, puis mon fixeur est plus là. Puis là, Manny il ne parlait pas anglais, mais il connaissait quelques mots comme le suivant. Manny me dit « Run ». OK, avec là, on a couru, on a des vestes par balles avec nous. On a couru, puis ça, c'est le bloc où on était. Ouais. L'histoire que je vous raconte là est un petit peu plus loin, là, on va y aller. On reviendra. Fait qu'on a couru, puis on est rentré dans un édifice. Les Soviétiques ont construit ces édifices-là. Ils ont fait des caves bétonnées en pensant à la guerre, surtout nucléaire. C'est tous des petits abris. Fait qu'on est rentré à l'abri, puis ils étaient 20 personnes, des femmes, des enfants. Eux, ça faisait 14 jours qu'ils vivaient là, sur le sol en terre. Et là, j'étais avec eux, puis là, j'ai vécu le même stress qu'eux. Puis c'était vraiment intéressant d'être au même niveau, puis de comprendre ce qu'ils vivent. Mais je devais continuer à travailler, à documenter ce qu'ils vivaient. Puis il y avait vraiment beaucoup d'angoisse. C'est assez angoissant quand il y a des bombardements proches de toi. Ça émet une onde de choc qui pénètre dans notre corps. C'est assez particulier parce que notre corps n'est pas habitué à vivre ça. Ça crée quand même comme un stress physique. C'est pas juste le son. Fait que eux, vous voyez, là, ils vivent là. Fait que quand il y a des accalmies, bien, ils sortent naturellement, mais grosso modo, ils vivent pas mal sous terre. Mais là, on est sur la ligne de front. Il ne faut pas penser que toutes les villes d'Ukraine vivent ça. Là. On est vraiment dans un quartier particulier. Mais je suis en train de vous assommer avec mes histoires. Je suis désolé. C'est un peu deep, là, je m'en rends compte, mais c'est le métier. Tu sais, pour montrer, pour parler de coulisses, pour montrer les effets du bombardement, tu sais, quand je voyais des maisons qui avaient été bombardées, tu cognes à la porte, puis tu demandes aux gens, « Peux-tu rentrer? J'aimerais ça te faire telle photo. » J'ai eu jamais de refus, là. Tout le monde veut parce que, je me présente, tout ça, j'ai une présentation un peu... Tu parlais de ta technique de portrait, là. C'est tellement important parce que moi, les gens ne m'appellent pas pour prendre un portrait, c'est moi qui cogne à leur porte, puis je débarque au pire moment de leur vie, là. Imaginez, là, votre maison est en feu, moi, j'arrive. Vous avez un accident, votre famille est blessée, moi, j'arrive. Non, mais c'est pas drôle. Puis moi, j'en suis conscient de ça. Fait qu'il faut vraiment agir dans compassion, respect et tout. Il faut essayer aussi de faire une image qui ne sera pas
dégradante ou quoi que ce soit, tu sais, mais parce que le but, c'est d'informer. Là, bon, sur un accident comme ça, non, là, mais si on parle d'une guerre comme ça, le but, c'est d'informer le public. Tu sais, moi, ma job, c'est d'être là à votre place, puis d'essayer d'être, tu sais, le cliché, vos yeux et vos oreilles, là, on le dit toujours en riant entre journalistes, mais ça reste que c'est ça, la base. Vous voyez, ça ici, c'est une école qui a été bombardée. Tu sais, je raconte ça, puis on se demande, tu sais, pourquoi, puis j'ai pas la réponse. Mais il y a une chose est sûre, si tu es russe, c'est pas facile de voir ce genre d'image-là, puis de comprendre. Puis ça, moi, ça me touche beaucoup, les gens qui doivent vivre avec des origines russes ou être russe, puis d'être conscient que l'armée puis ton président fait des agissements comme ça. Tu sais, quand on dit c'est pas beau la guerre, mais c'est ça aussi, là, ça touche tout le monde, des deux côtés. Ici, on est à Odessa, c'est une ville au sud. Imaginez que ça ressemble vraiment au Vieux-Montréal. C'est super beau, super clean, c'est une ville touristique. Là, imaginez qu'on place Jacques-Cartier, vous savez c'est où, dans le Vieux-Montréal. Là, imaginez qu'il y a des tanks, que c'est barricadé. Montréal est barricadé de A à Z. Imaginez le même scénario, mais demain matin. Parce qu'ils vivaient comme nous, là. Fait que donc, les gens avec qui on parle, c'est vraiment particulier. Comme notre fixeur qui est à Odessa, c'était son quartier. Sa mère vivait là. Puis il n'avait plus le droit d'y aller. Puis sa mère était là, elle avait le droit. Fait que là, nous, comme journalistes, l'armée nous a accordé la permission d'aller documenter. Mais on n'avait pas le droit de montrer les positions militaires, les tanks. C'était vraiment réglementé. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas montrer, comme il y a des tranchées partout sur la route. Pas le droit de faire de photos. Mais une fois, j'en ai fait une. Et je me suis fait dénoncer. Je me suis fait arrêter. Je me suis fait interroger. Puis j'ai caché ma carte photo. Puis j'ai été relâché. Coulisses, cette photo-là. Cette femme-là, donc les Russes bombardent les hôpitaux. Quand je dis les Russes, c'est l'armée russe, il faut toujours faire la distinction, bombarde les hôpitaux. Fait que là, les gestionnaires d'hôpitaux ont commencé à dire, il ne faut pas attendre d'être bombardé avant d'évacuer les gens qui vont être à mobilité réduite, puis surtout les enfants. Fait que là, branle-bas de combat. Ici, le médecin a décidé d'évacuer les enfants. C'est un hôpital pour enfants, les enfants. Fait que nous, on est arrivés là pour interviewer le médecin. Puis pendant qu'il commence à parler, il nous dit là, j'évacue aujourd'hui. Là, je suis comme hein, où ça? Bien, il dit en bas, on commence. Bien, il dit descends, là, ça commence. Fait que je suis descendu. Puis là, les familles, les valises, ils sortaient leurs enfants. Puis là, je voyais cette femme-là, elle est sortie de l'ascenseur avec exactement cette scène-là, mais elle sort de l'ascenseur. Puis moi, j'ai fait du casting. Ça paraît froid, mais tu sais, dans tout le monde que je dois photographier, qui je choisis? Je dois choisir les personnes qui vont le mieux résumer l'histoire. Puis je trouvais ça touchant de la voir avec son enfant dans les bras. Puis, tu sais, c'était lourd. Fait que j'ai décidé de documenter son histoire à elle. Et donc, quand les autobus sont arrivés et qu'ils ont sorti, il y avait quand même une marche de 200-300 mètres à faire. Puis elle, à mi-parcours, était épuisée, elle a arrêté. Puis moi, j'avais fait déjà cette photo-là. Puis elle m'a demandé son aide. Puis on ne veut pas, comme journaliste, comme photojournaliste, se retrouver dans une position d'arrêter de travailler puis d'aider. Moi, ma job, c'est pas d'aider, c'est de photographier. Mais quand tu es le dernier à pouvoir aider, tu dois le faire. Mais ça ne m'était jamais arrivé, mais ce conflit-là, puis sur place, ça m'a beaucoup touché. Puis quand elle m'a demandé de l'aide, j'ai comme pas... Oui, j'ai réfléchi, mais j'ai fait fuck. Fuck, là, tu sais, c'est pas grave si je manque quelque chose, je manque des images. Je vais l'aider. J'ai pris l'enfant. Puis, tu sais, j'ai comme passé un peu de temps à l'aider, à aider cette mère. Donc, j'ai laissé tomber les caméras pour aider.
puis un photographe anglais qui a fait des images de moi que je ne savais même pas, là. Dans le Daily Telegraph à Londres. Mais c'est ça qu'on ne veut pas arriver. On ne veut pas être l'histoire. Tu sais, moi, je ne suis pas supposé être l'histoire, je suis supposé être juste être un témoin. Donc, avez-vous une question à partir de là pendant que j'avance mes images? Est-ce que tu as déjà eu sérieusement peur pour ta vie? Sûrement plein de fois. Oui. Oui, Oui. OK. Oui. Mais je ne suis pas un cow-boy. Tu sais, je ne vais pas me mettre à courir devant le danger. Je suis extrêmement prudent. J'essaie de ne pas me mettre dans une situation. Mais oui, en Afghanistan, c'était vraiment c'était un jeu de roulette russe parce que c'était des bombes artisanales qu'ils mettent dans le sol, qui font exploser à distance. Comme j'ai une collègue qui a sauté, son tank a sauté 2 fois là-dessus. Nous, on a été embusqués à 2-3 reprises. Moi, je suivais un peloton de l'armée canadienne. Moi, je ne m'étais pas entraîné, mais on avait documenté leur entraînement avec eux. Puis je m'étais entraîné avec l'armée canadienne aussi pour être prêt à il faut connaître un peu comment ils fonctionnent pour pouvoir... Moi, je vivais avec eux. Puis quand on est arrivé là, jour 1, il y en a 2 qui sont morts. Journaliste? Non, 2 okay. soldats. Okay. Puis j'ai un de mes collègues de Radio-Canada qui a perdu une jambe ce jour-là. Au Congo, là, on était tout seul avec un chauffeur, un fixeur, là, vous allez me dire, mais on marchait donc, au Congo, c'est une guerre... Bon, qui connaît un peu l'histoire du Congo, là? Rwanda, ça vous dit quelque chose? Génocide au Rwanda. Ça a été quand même assez court, le génocide. L'ONU a intervenu. Bon, ils ont été critiqués, tout ça, mais ils ont intervenu. Mais ce qui s'est passé, c'est que le conflit s'est déplacé complètement sous le radar de l'autre bord de la frontière, au Congo. Et ça a fait 5 millions de morts. Et là, ce n'est pas terminé. C'est toujours actuel. Savez-vous pourquoi il y a une guerre civile au Congo? As-tu un iPhone? Un iPhone? Oui? Oui? Toi? Toi? Dans nos iPhones, dans les jeux vidéo, il y a un minerai qui s'appelle le coltan. Ça permet d'avoir des composantes qui ne chauffent pas. Bien, ça, les mines sont au Congo. Fait que c'est ça que les rebelles puis les pays voisins se financent. Les rebelles, puis ils font la guerre pour avoir la mainmise sur le coltan, entre autres. Quand je disais, c'est tout le temps laid, la guerre, mais il y a toujours une raison économique souvent derrière tout ça, ou idéologique. Donc, oui, la peur de mourir, oui, je l'ai eue, mais j'essaie, je me dis toujours, j'espère que ça va être la dernière fois, là. En Ukraine, oui, je suis tombé sur une colonne de tanks russes. C'était dur à identifier, mais finalement, c'était une colonne de tanks ukrainiens. C'est juste que le maudit signe, le Z, les Ukrainiens avaient changé leur signe. Puis là, on capotait, puis donc pendant, mettons, 5 minutes, j'étais sûr que j'étais... On était sur une route, puis je regarde, puis c'est le dernier jour, je regarde, je vois, il y a une colonne de tanks dans le champ. Je dis, oh! Là, je prends ma caméra, puis là, je fais, hey, c'est un Z, ça. Il me semble que c'est un Z. Fait que, c'est un carré. Pas sûr, pas sûr. Mais ce que je voyais, c'était la queue. La tête était, la route était en surplomb. La tête était là. Fait que le temps qu'on réfléchisse, les tanks ont sorti comme d'un film, comme ça sur la route, là, puis avec plein de soldats. Puis c'est les mêmes tanks, les mêmes uniformes. Tu sais, sont tous pareils, là. C'est comme si, c'est 2 peuples qui étaient très, très proches et tout ça. C'était un petit stress, là. Bien franchement, de 5 minutes, là, j'ai comme fait. Puis en plus, je faisais des photos. Puis en Ukraine, je me suis fait arrêter 3 fois par l'armée russe. Puis j'avais comme compris que c'est pas des doux. Puis ça a comme pas mal brassé. Je disais en Ukraine, mais en Arménie, je me suis fait arrêter 3 fois par l'armée russe.
Puis ça, l'Arménie, c'était comme en octobre dernier. Fait que j'avais en mémoire ça. Puis on le savait là, que l'armée russe tuait vraiment les journalistes, les civils et tout. Fait que ça me tentait plus ou moins. Finalement, c'était les Ukrainiens, par chance. Là, la guitare va jouer bientôt, j'imagine. OK. Oui, c'est ça. Oui, t'avais une question rapide. Oui, Oui, allez-y. c'est en lien un peu avec... c'est comment tu trouves le courage d'aller faire ça, sachant que tu peux te faire bombarder à tout moment? J'ai aucun courage. Le courage chez eux autres, c'est ça que je photographie. Tu sais, moi, j'ai la chance de prendre l'avion, j'y vais, et je reviens dans Montréal, tout est beau, je prends un café. Eux, ils restent là. C'est eux qui sont courageux. Moi, je suis vraiment pas courageux. Puis, une autre petite question. Comment tu fais pour faire ton casting, comme tu disais, pour savoir quoi photographier? Est-ce que tu y vas un peu à l'improviste sur le vif? J'imagine qu'il y a beaucoup d'actions, puis il y a plein de choses qui se passent en même temps. Si on prend cette photo-là, j'ai pas casté en tant que tel, mais j'avais... donc, c'est le train qui nous amène... Donc, j'essaie tellement d'aller vite que des fois, mes synthèses sont bancales. Il y a 4 millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays. C'est le plus grand, c'est un exode massif, majeur. C'est le plus grand depuis la Deuxième Guerre mondiale, 4 millions de personnes. Pendant que moi, j'étais à la gare, là, c'était genre 100 puis 200 000 personnes par jour qui défilaient. C'est comme un fleuve humain là, qui quittait le pays. Le train pour aller en Pologne, c'est une douane. Fait qu'on n'a comme pas le droit de monter. Là, j'avais vu un photographe allemand rentrer dans le train. Là, j'ai comme... Moi aussi, tu sais, j'avais demandé, puis tout le monde me disait non. Fait que moi, ma job, c'est de trouver des solutions. Quand on me dit non une fois, je ne vais pas dire « Ah, OK, c'est fini ». Tu sais, je vais vraiment là, travailler fort. Puis je voulais rentrer dans un train, sachant pas, je ne me suis pas posé la question, ça vaut-tu vraiment la peine? Je savais qu'il n'y a pas la narration de l'histoire que je voulais raconter sur l'Exode. Les photos que vous voyez, c'est comme plusieurs reportages qui ont été publiés dans la presse. Genre, le lendemain, j'ai fait la photo ou le surlendemain. C'était vraiment en temps direct ou presque. Bien, pas en temps direct, mais des publications très rapprochées. Donc, il y avait une douanière, dernier wagon. Fait que je disais à Sophia, c'était Sophia qui était avec moi, je dis « Hey, on va essayer le dernier wagon, la douanière tout seul. » Il n'y a personne qui est allé la voir. Peut-être qu'elle va dire oui. Fait que ma fixeur est un peu tannée de demander à tout le monde. Fait que le train allait partir. Fait que là, elle explique, photographe canadien, ils adorent les Canadiens, tout ça. Parce que la plus grande diaspora ukrainienne en dehors de la Russie, c'est au Canada. Donc, elle m'a fait « Oui, mais 1 minute. » Fait que là, je monte dans ce wagon-là. J'ai compté, j'ai fait 11 photos. Mais ma fixeur, elle ne peut pas venir avec moi parce que c'est une douane. J'arrive là, je pense qu'elle fait « Hey, j'ai fait une gaffe de le laisser monter. » Fait qu'elle me tire déjà la manche, tu sais, parce qu'elle ne parle pas anglais, tu sais, « Viens-t'en. » Là, je fais une première photo, une deuxième, puis là, je vois ce gars-là. Fait que mon casting, là, ça m'a pris 3 fractions de seconde. J'ai fait lui. Puis, il me... Tu sais, Puis quand j'ai embarqué dans le train, même s'il était bondé, c'était un silence total. Ça m'a vraiment comme surpris. Là. C'est comme une odeur épouvantable quand tu rentres dans une pièce, mais là, c'était le son. C'était comme... Hein? Puis il y avait comme quelqu'un ici. Cette personne-là était debout. Fait que ma première photo, je ne vois pas. Là, la madame ici, elle s'assoit. Et là, lui, il me regarde comme ça. Puis j'ai déclenché. Puis elle me tirait la douanière. Je suis sorti. J'ai fait 11 photos, je les ai comptées tantôt avant d'arriver. Puis je savais là, que je venais de vivre quelque chose. Je ne savais pas si mon image était bonne. Mais moi, je venais de vivre quelque chose. Puis moi, je trouve que j'aime particulièrement cette photo-là. Là, vous dites, comment j'ai fait pour savoir son histoire? Là, elle me tirait de même. Puis là, moi, je le vois, il est blessé. Mon scénario, je me dis, c'est pas blessé en faisant le gazon chez eux. Puis là, je dis au monsieur, les blessures, là, il me regarde, il comme aucune réaction. Puis là,
je vous le ferai pas, parce que ça serait un peu ridicule, mais j'ai fait des bruits de balles et d'explosions, puis il m'a fait boum, 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 puis là, il m'a montré ses mains, tout ça. Fait que j'avais très peu d'informations, mais j'en avais suffisamment pour pouvoir raconter l'histoire. Donc, le train, c'était des gens qui avaient fui les zones de combat, puis lui avait été blessé dans une de ces zones-là, j'imagine par une explosion quelconque. Je n'ai pas le détail. Mais moi, son regard était, je le trouvais puissant. Fait que j'ai fait cette histoire-là à la gare de Lviv. Donc, c'est 4 millions de personnes qui ont fui le pays. Fait que j'ai passé quelques jours là-dessus. Puis c'est un conflit où tu mets les photos en noir et blanc, puis on dirait que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Puis, les tanks, puis c'est vraiment surprenant. Fait que ça, c'est un des sujets que j'ai fait que je passe vite. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui? Alors moi, j'ai 2 questions Oui. qui sont assez liées. Je trouve ça fascinant et j'aimerais bizarrement vraiment faire une formation là-dedans. Qu'est-ce que tu as comme formation? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut refuser d'aller dans des endroits? Parce que je veux bien la formation, absolument. mais je suis pas sûre de vouloir aller en Ukraine tout de suite. Comment tu as fait pour devenir photojournaliste? Bon, oui, il y a des formations. Là. D'ailleurs, j'en ai eu des formations en zone de guerre. Je vais en avoir une autre, comme un refresh, dans quelques semaines. Ça prend un intérêt, mais je vais vous dire bien franchement, il faut être capable de gérer le stress. Puis ça, il y a un truc de personnalité. Puis moi, à un moment donné, j'ai comme compris ça. Tu sais, quand il y a des événements super stressants, je suis comme calme. Ça apprend un peu ça de base, là, parce que si la lampe de feu sonne, vous êtes déjà comme « My God », c'est pas des endroits pour vous. Fait que la photographie, c'est vaste. Ça va être dangereux pour vous. Il faut être quand même assez calme, puis on est responsable d'une équipe. Je vous disais, si tu as 3-4 personnes avec toi, puis tu te mets en état de panique, tu vas prendre des mauvaises décisions. Puis le but de prendre un risque, c'est de faire des photos. Fait que quand c'est très, très stressant, tu n'es pas capable de faire des photos, bien, le but premier, c'est pas du tourisme de guerre. Moi, là, j'ai une job à faire. Je ne m'amuse pas, là, je travaille 15 heures par jour. Sur la ligne de front, là, j'ai été 26 heures sans manger, puis 12 heures sans boire. Puis on ne dîne jamais, puis c'est beaucoup de travail. Puis c'est stressant. Fait que il faut avoir comme une personnalité qui fit un peu avec ça, de un. Mais sinon, le reste, c'est pareil. Hein? C'est la même... Faire des photos à Montréal, faire des photos en zone de guerre, c'est la même technique, c'est le même procédé. Sauf que là, tu ajoutes un élément de danger et de gestion du risque. Moi, je suis prête à prendre des risques, mais pas tant que ça. Parce que mon but, quand j'ai voulu faire ces photos-là, c'est pas de faire des photos de guerre, c'est de faire des photos de la conséquence, ou des conséquences d'un conflit. C'est l'humain, moi, qui m'intéresse. C'est vraiment ça. Fait que, puis là où l'humain est le plus vulnérable, c'est souvent une guerre, catastrophe naturelle ou une famine, comme on parlait plus tôt. Moi, mon but premier, c'est ces histoires humaines-là. Moi, de voir 2 gars avec des mitraillettes, c'est un accessoire dans mon reportage. Quand j'en ai quelques-unes qui vont raconter, qui dans ma narration, ils vont être là, j'en ai assez. Et juste, donc tu peux refuser ou pas d'aller à des Absolument. endroits? Tu choisis, oui. Et est-ce que c'est tout le temps... La presse n'enverra pas n'importe... Quand je dis n'importe qui, je suis n'importe qui, là, mais ils ne vont pas envoyer quelqu'un qui n'a pas le goût ou qui n'a pas le désir de ça, parce que c'est dangereux. Là, tu vas le mettre à risque. Parce que toi, tu fais que de la guerre? Non, vraiment pas. Ouais, c'est ça. Quand on travaille à la presse, on fait de tout, là, beaucoup de portraits. En fait, vous prenez la presse, là, regardez toutes les photos, c'est ça que je fais. Mais je me suis fait une espèce de spécialité à la presse de reportage à l'étranger, zone difficile. J'ai été aussi 6 ans à l'équipe d'enquête.
de la presse. Fait que j'ai toujours été un peu dans une genre de spécialité de ce genre d'affaires-là. Puis, tu sais, je me suis un peu comme... excuse-moi, j'ai un petit... Alex. Un peu comme Alex, je me suis fait un peu une technique de comment agir avec les gens en situation vulnérable. Quelqu'un qu'on va interviewer qui... Mettons, le sujet, c'est le viol. Il y a tout un processus avant de photographier une femme ou un homme. J'ai beaucoup documenté l'aide médicale à mourir. Bien, tu n'arrives pas là de même, là, bing bang, tu mitrailles tout ce qui passe. Il y a tout un... Tu parles avec la famille, tu dois compatir, tu dois aussi avoir des vrais sentiments. Puis moi, je les ai, puis ça, les gens, je les communique de différentes façons, puis les gens, ils le sentent, puis c'est souvent pour ça que des fois, j'ai peut-être plus de facilité dans certaines situations. Oui. Moi, j'ai la question contraire. Est-ce que ça t'arrive de demander d'aller quelque part, puis la presse refuse, mettons? Donc, le contraire, est-ce que De dire, j'aimerais aller en Ukraine, puis ils disent non? Oui, ça arrive tout le temps. OK. Oui, parce que ça coûte cher, là. C'est plus pour une question de danger. De danger, oui. Oui, une fois, on voulait, moi, puis une journaliste, Michel Ouimet, on voulait aller interviewer les talibans. Puis on avait des contacts et tout ça, puis on était comme prêts à y aller, puis la presse a refusé. Parce que tu sais, à l'époque, ils mettaient les journalistes en orange, puis ils leur coupaient la tête. La presse a dit non. Trop risqué. Puis avec le recul, ils avaient raison. Moi, j'ai comme 18 questions, mais je vais en garder juste 2. Okay. Une technique qui est comment est-ce que tu shootes en automatique ou est-ce que tu shootes en manuel parce que tu veux un certain bokeh, etc. Parce que je vois qu'elles ne sont pas toutes... Je cherche mon appareil, inquiète pas. OK. Moi, je travaille avec 3 caméras principalement. Moi, j'appelle ça le coffre d'outils. Fait que je ne suis pas dogmatique. L'important, c'est le résultat. OK? Donc, oui, pour répondre à ta question, je travaille en manuel. Mais je ne me gênerai pas mais je ne travaille jamais en automatique, ça, c'est sûr. OK? Mais je vais toujours soit me mettre, tout dépendant de la situation, en priorité vitesse ou ouverture. OK? Comme par exemple, si les choses vont bouger très rapidement puis qu'il y a des lumières changeantes comme à la gare, là, je vais me mettre, mettons, je vais choisir ma profondeur de champ pour l'image que je veux. Si je prends comme par exemple, je vais aller à la gare, là, excusez-moi, là. Bon, je suis désolé. Bon, si je prends cette image-là, je voulais avoir quand même une profondeur de champ plus grande pour avoir, tu sais, un peu plus une zone de netteté. Un des trucs, c'est qu'on ne va jamais mettre tout net parce que c'est mieux si on a une zone de netteté un peu plus petite, ça fait une plus belle photo. Bon, là, je pourrais en parler pendant 1 heure, là. En photojournalisme, on va beaucoup travailler justement entre 2.8 puis 5.6. C'est comme, si je m'installe pour faire une beauty shot d'un paysage, je ne vais jamais m'arrêter. Je vais tout le temps utiliser, mais pour poser la question. Mais oui, je me travaille régulièrement en manuel, surtout avec cet appareil-là. Je fais à peu près la majorité de mes photos à 28 ou 35 mm. C'est comme le range. Puis si tu parles avec beaucoup de reporters ou de ce type d'image-là, c'est tout le temps dans le 35 mm. Tu pourrais inviter d'autres photographes de presse montréalais qui vont te dire « je travaille à 70-200 tout le temps ». Moi, je trouve que ça me convient moins. Moi, j'aime pas ça. Puis si tu regardes les photos de WordPress Photo, mettons, c'est quasiment tout fait à 35.
j'ai longtemps travaillé à 35, mais là, j'ai changé de boîtier. Là, j'étais à 28, puis c'est vraiment extraordinaire. Mais on doit travailler proche, OK? Puis quand proche, c'est comme ça. OK? Excuse-moi, je vais m'approcher de toi, là. Tu sais, c'est ça. Pour travailler à cette distance-là, il faut savoir travailler, là. C'est pas évident. Tu sais, qu'on disait, c'est gênant. Ah, j'ai sorti du cadre. On m'avait dit, il ne faut pas que tu quittes ça. C'est pas facile de travailler proche du monde, ça s'apprend. Puis moi, j'ai appris ça sur le trottoir ici en face. Puis littéralement là, parce que c'était mon quartier. Par l'exercice de Jacques Nadeau, une formation que j'avais suivie il y a 20 ans. C'est pas facile, mais aujourd'hui, je suis capable de travailler dans la bulle du monde, mais j'arrive pas là. Mais tu sais, comme ça, je deviens comme un meuble. Je m'installe comme ça. J'ai pas besoin, t'as pas besoin de tout le temps regarder dans ton boîtier, là. Le cadrage il est fait, puis là, je regarde avec mes yeux, puis là, je déclenche. Fait que les gens, ils ont d'autres, tu sais, ils se préoccupent pas de moi. Ces gens-là, je n'aurais pas demandé la permission. Tu sais, oubliez ça, là. C'est comme... Si je suis capable, je vais le faire. Moi, je cours après le monde, là, puis avec le fixeur, puis je suis obligé, mais il y a des situations qu'on comprend que c'est pas grave, parce que ma photo, elle vient pas dénigrer personne, elle n'est pas... tu sais, puis je me fais presque tout le temps dire oui, bien franchement, là. Quand tu expliques le but, tu fais ton image, c'est pas juste... Vous vous promenez, il y a un photographe, vous prendre une photo. Je peux-tu publier votre photo? Vous allez sûrement dire non. Mais s'il y a un but, c'est pour, je sais pas moi, un sujet quelconque, bien, vous allez être peut-être, vous allez comprendre, puis le oui va peut-être venir plus facilement. Donc, tu arrives à travailler proche des gens Vraiment. sans dénaturer le moment. Oui. Ça, c'était à 70-200. J'étais en haut, puis je les voyais, puis je n'avais pas accès. J'ai pris ma 70-200. C'est ça, quand tu n'as pas le choix, quand tu es loin, tu sais, le moment. pourquoi, tu sais, je ne vais pas me dire, oh non, moi, je fais juste 28 mm. OK. Tu sais, je dis, si je, tu sais, ça, je suis proche quand même, là, tu sais, un petit peu plus loin, là. Pourquoi? Parce que, tu sais, l'enfant, il pleure, là. Je ne vais pas me coller dans sa face, là. Tu sais, je vais me garder une gêne, une distance. Puis après, tu parles aux parents, puis... mais ça, c'est à 28. Je suis proche. C'est à 70-200. Ça, tu sais, j'ai aucune idée c'est qui. Impossible. C'est le train qui passe. Et ça, je suis proche aussi. Ouais. Ma deuxième question, c'était comment est-ce qu'on garde foi en l'humanité quand on couvre des conflits comme ça? Habituellement, dans des conférences comme ça, on me dit toujours, tu sais, es-tu traumatisé ou quoi que ce soit? Puis non, je ne le suis pas. Mais je peux vous dire que ma sensibilité, elle m'énerve. Non, mais oui, foi. Oui, j'ai toujours foi. Là. On voit tellement de belles choses, mais c'est sûr que quand tu vas sur un conflit, c'est pas beau. Là. C'est ça que c'est... Celui-là, il m'a particulièrement touché, je dois dire. Le monde, il te raconte, comme ils sont fâchés, puis tu as le traducteur, là, mais tu n'as pas besoin de traduction pour voir que qui dit probablement « Christ, pourquoi ils ont bombardé notre garderie? » Puis là, on apprend en ce moment qu'il y a je ne sais pas combien de femmes, là, ça commence à sortir là, dans le journal Libération, ils ont fait le papier, New York Times. Aujourd'hui, là, il y a eu des viols là, à profusion. Il y a je ne sais pas combien de femmes enceintes. Ils ont retrouvé des femmes attachées qui ont été violées pendant des jours, puis quand les soldats sont partis, ils leur ont shooté une balle dans la tête. Puis ça, c'est pas anecdotique, il y en a eu plein. C'est ça. C'est la maudite guerre, c'est ça. Ouais. C'était où, Les viols? Ouais, c'était où déjà? Un petit peu. Ça finit par Pin, Nord-Pin, Irpin. Irpin, qui est en banlieue de Kiev. Ça a vraiment chauffé pendant longtemps, là. Il y a eu plusieurs, mais taper libération, viol. Et là, d'ailleurs, l'ONU commence à penser que
en plus des crimes de guerre, l'utilisation du viol comme arme de guerre aurait été utilisée ou serait utilisée en ce moment même en Ukraine. Du coup, moi aussi, j'ai 2 questions. Oui. La première, c'est que, du coup, toi, tu as l'air d'être bien à l'aise avec le fait de partir, de prendre en considération les risques, etc. Mais ta famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Est-ce qu'au contraire, ils t'ont dit non, tu ne devrais pas le faire? Comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Oui, effectivement. Mais, tu sais, tel est mon métier. Tu sais. C'est ça que je fais dans la vie. Mais c'est sûr. Mais sais-tu quoi? J'ai une fille de 14 ans qui était... Elle avait vraiment peur, mais elle était tellement contente parce qu'ils suivent ça à l'école que j'aille le documenter, tu sais, puis que je rapporte ce qui se passe. Tu sais, la liberté de presse, on entend souvent ça, puis on s'en fout un peu, là, tu sais. Mais on le voit à quel point c'est important. On le voit à quel point c'est important en Russie, ce qu'ils ont perdu. Ils y avaient retrouvé une liberté de presse depuis la chute du mur. Ils l'ont perdue. Puis là, les familles qui sont demeurées en Russie ne croient pas des membres de leur famille qui sont en Ukraine. Il y a des familles qui sont d'origine russe ici à Montréal, puis qui en ont d'autres qui sont en Russie, puis la communication est rompue par ça. La liberté de presse, c'est ça. La liberté de presse aussi, il faut l'exercer. Mais moi, je l'exerce. Quand je me rends, je prends le risque, j'exerce cette liberté de presse-là, qui est fondamentale à la vie démocratique. OK. Et du coup, ma deuxième question, c'est... j'ai pas exactement compris dans quel contexte... Enfin, comment tu travailles, c'est-à-dire... tu as une équipe, mais tu travailles pour un journal. Ah oui, j'ai complètement oublié de... Oui, je suis photojournaliste, employé du journal La Presse. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 20 ans que je travaille à La Presse. Donc, j'ai fait 2 années de pige, puis ensuite, ils m'ont recruté. Puis là, j'ai comme fait les statuts, puis c'est un emploi qui est permanent. Donc, je suis salarié. Quand je vais en Ukraine, ou peu importe où, on travaille en équipe. Donc, un journaliste, un gars ou une fille, naturellement, un journaliste écrit, puis moi, je fais les photos. Mais en Ukraine, j'ai aussi fait des reportages seul. Parce qu'on travaillait super, super bien ensemble. Isabelle Haché, c'est une grande journaliste canadienne qui travaille à La Presse, puis elle a beaucoup d'expérience. Puis cette journée-là, il fallait qu'elle écrive, puis moi, je voulais aller à une place où on avait des renseignements. Fait que j'ai été, puis j'ai écrit. Je sais écrire aussi. Mais voilà, donc je peux faire un peu des deux, mais normalement, moi, je fais les photos, puis mon collègue fait le texte. Et juste pour situer, ça correspond à combien de pourcentage de ton temps que tu vas passer, par exemple, comme on disait, aller en Ukraine ou dans des endroits de guerre, comparé à... Ça va dépendre des finances de mon journal. Il y a une... Tu sais, je vous ai montré, je parlais du Niger. J'ai déjà été comme 3-4 mois parti sur une année. Puis j'ai été aussi directeur photo du Journal La Presse pendant plusieurs années. Fait que là, j'en ai pas fait. Comme là, cette année, bien, j'ai été en Arménie. Ensuite, je suis revenu. 2 semaines plus tard, j'ai été couvrir les inondations au BC, près de Vancouver. Le temps des fêtes, l'Ukraine. C'est comme 3-4 voyages, 5 par année, 6 max. C'est pas tant, là. Tu sais, ma job, c'est... Je fais du quotidien, là. Je fais toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, moi, je suis pas... Allez pas vous imaginer que ce que je vous parle à soir, c'est ma vie de tous les jours. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Ma job, c'est de travailler à La Presse. On fait toutes sortes d'affaires. Des affaires super simples. Du portrait. Aujourd'hui, j'ai été faire le lancement de la programmation au théâtre Gilles Duceppe.
Jean Duceppe. C'est ça. Donc, je suis pas... c'est simple comme ça. Oui. Moi, du coup, je voulais savoir si tu ressentais, quand tu vas dans des endroits comme ça, justement, où là, il y a des catastrophes humanitaires, si tu ressentais au fond de toi une espèce de gêne, tu vois, de capturer ce genre d'image. Parce que moi, je me mets à ta place, par exemple, j'arrive dans le bus, là. Oui. Je sais pas si j'arriverais à sortir l'appareil photo, tu vois, et puis en faire une image et juste... Enfin, ouais, c'est... Non, c'est fondamental comme question, mais non. Ouais. Je vais te dire pourquoi. J'éprouve pas de gêne parce que je donne un sens à ce que je fais. Des fois, je me mens un peu, mais j'y donne un sens, puis j'y crois. Moi, je crois vraiment, je ne vais pas changer le monde, là, mais je crois vraiment que je fais partie d'un processus qui aide à changer le monde ultimement. Mais dans la presse, il y a eu une lettre de 2 médecins montréalais qui travaillent pour Médecins du Monde. Eux autres, ils faisaient une sortie, ils disaient que le Canada avait annoncé qu'elle allait arrêter de financer, qui était le plus gros donateur, l'aide pour combattre l'épidémie de choléra à Haïti. C'est une épidémie qui durait depuis 10 ans, qui avait été amenée par des soldats népalais de l'ONU suite au tremblement de terre. Puis le Canada a dit, on arrête ça. Les 2 médecins de Médecins du Monde qui travaillent travaillent à la lutte contre le choléra à Haïti, pardon, je manque de mots. J'ai comme tellement soif. Tu pourrais-tu, je ne sais pas si tu avais juste un verre d'eau. Et moi, j'ai vu ça, OK? Puis là, j'ai fait, crime, c'est gros, là. Le Canada arrête de payer. Puis les autres, ils disaient, faute de fonds, là, l'épidémie va vraiment reprendre. Puis là, c'est 800 000 morts, là. C'est énorme, là. Merci beaucoup, c'est super gentil. Fait que j'ai proposé à la presse de me rendre sur place puis de documenter ça. Fait que là, je me suis donné une bonne raison, puis ça a fonctionné. Parce que, bon, la presse au Canada, c'est quand même lu. En langue française, c'est le plus grand, le plus influent journal. Puis au Canada, c'est comme le numéro 2, puis notre premier ministre est québécois, fait qu'il lit la presse. Donc, ils ont vu ça, puis ils ont fait « Oh my God! » Quand ils ont vu, tu sais, je vous l'ai montré, là, mais cette madame-là, là, c'est tellement petit sur mon écran, là, mais quand ils ont vu cette... Je ne sais pas si je fais ça, puis ça. Ouais. Quand ils ont vu cette madame-là, puis toutes les autres, puis c'était pas chic, là. Tu sais, choléra, ça vous dit quelque chose? Mais c'est une gastro fois 1000. Puis les gens, ils se déshydratent ultra rapidement, puis ils en meurent. C'est aussi simple que ça. Fait que faute de vaccin qui prévient du choléra ou de soins, bien, ça tombe comme des mouches. Ça s'attaque beaucoup aux enfants puis aux vieillards. Tu vois, cette madame-là, je photographiais plein de monde d'entente, tu sais, puis ils savaient, tu sais, j'avais tout expliqué avant, tout ça, puis là, ils me laissaient photographier. Puis cette madame-là était aveugle. Puis j'ai décidé de ne pas la photographier. Je trouvais que c'était comme too much. Tu sais, je me sentais mal. Mais elle, dans sa tête, elle se dit, mais pourquoi elle ne me photographie pas moi? Fait qu'elle a demandé, elle dit, pourquoi le photographe ne me photographie pas? Fait que l'infirmière a dit, ah, la madame là-bas, elle est comme un peu vexée que tu la prennes pas en photo. Je dis, oh my God. Puis j'ai été la voir. Et là, je suis vraiment proche parce que, dans le fond, là, je suis à côté, j'ai la tente, puis elle est là, elle est au lutrin. Là. Je suis comme ça. Puis là, j'ai levé, j'avais un autre Leica avec une 35 mm, puis j'ai fait la photo. Bien, c'est ça. Bien, cette photo-là, justement, c'est là que j'ai eu mon prix canadien. Ça a fait, je vous raconte tout ça pour dire que je me suis donné une bonne raison, mais ça a fonctionné parce que le Canada a décidé de reconduire le financement. Puis, l'ONU, comme c'était un hasard, l'ONU a reconnu que c'était eux autres qui avaient amené à viol ces soldats, chose qu'ils avaient toujours refusée. Ils ont reconnu leur faute ça a donné de même, là, ça s'est passé à l'ONU à New York. Fait que les 2 dans 1, puis le Canada, c'était le plus grand donateur,
ben, ça a donné... Puis, c'est pas de ma faute, là. Mais toutes les as se sont alignés, puis j'ai participé un petit bout à quelque chose. Mais je me raccroche à ça, tu sais. Je me dis, ça, c'est pour ça que je ne suis pas gêné de faire les photos. Parce que je me donne un but, puis c'est ça. Voilà. Oui? On a toujours besoin du micro. Merci. À quel point et de quelle façon est-ce que vous gérez la notion de neutralité? Parce qu'évidemment, lorsqu'on prend une photo, on prend une histoire, on prend un point de vue, et du coup, est-ce qu'à chaque fois, vous vous dites, OK, il faut que je prenne l'opposé? Faut que, par exemple, là, en Ukraine, est-ce que vous avez pris les Russes en photo? Est-ce que vous n'avez pas pu prendre parce que vous ne pouviez pas? Mais je ne vous le dis pas pour vous flatter, c'est des super bonnes questions. C'est le fondement de notre réflexion. C'est super tough. Parce que moi, contrairement à mon collègue à l'écrit, il peut mettre plein de phrases qui viennent balancer. Mais moi, je suis obligé, je fais plusieurs choses. Hein. C'est la règle des tiers, mais pas celle que vous connaissez. C'est que 30 c'est la préparation, mais je choisis où je vais aller photographier. Donc, en partant, j'élimine un paquet d'affaires. Fait que là, je prends une décision. Ensuite, quand je photographie, je pose mon regard sur un élément. Puis là, mettons, si je t'ai fait je ne sais pas combien de photos durant la soirée, mais je vais en choisir une. Fait que ce choix-là est vraiment important. Fait que, en photographie, c'est extrêmement difficile. C'est dur, même si tu es neutre, que le fruit de ton travail le soit. J'ai toujours essayé, on va toujours essayer d'aller des deux côtés, puis d'essayer, dans le choix des images, de garder une neutralité. Nous, la presse, on n'est plus imprimé, on est uniquement sur des plateformes numériques. C'est une révolution pour la photo, parce qu'on peut jouer plusieurs photos. Donc là, je peux, moi, venir mettre des photos accessoires qui vont aider à tempérer ou à aider à une compréhension plus neutre de l'événement. Par contre, en Ukraine, c'est la fois où je ne suis pas capable d'être neutre. Je ne suis pas capable. Puis, tu sais, je ne pense pas qu'il y ait un journaliste occidental honnête qui peut rester, qui est vraiment neutre. Des fois, parce qu'on le veut bien, mais on ne peut pas aller du côté russe. On ne peut pas faire les deux, là. Peut-être que si je faisais une demande, je suis sûr que ça serait probablement refusé, mais d'aller prendre l'avion puis d'aller passer par la Russie, de Montréal, là, je pense que c'est plus possible, là, mais me rendre en Russie puis d'aller du côté russe, peut-être, là, il y a des photographes russes que je connais, pas personnellement, mais de nom, qui travaillent, qui commencent ils font quelques photos du côté russe, mais c'est nous, comme occidental, de la façon actuellement, c'est pas possible d'aller des deux bords. L'autre affaire, c'est très difficile quand tu vois ce qui se passe, qu'est-ce que l'armée russe, comment elle opère. Il faut dire aussi là, que l'armée russe utilise des soldats qui viennent de peuples annexés à la Russie, qui sont... c'est quasiment des milices indépendantes. Okay? Ça fait que le commandement les envoie, là, mais... Puis, savez-vous ce qu'ils font avec les soldats russes morts? Ils font rien. Ils les laissent là. Ils n'ont aucun respect. Ils les laissent là. Oui. Moi, j'ai photographié un train, là, 5 wagons, c'est rempli. Ils n'ont pas voulu ouvrir les portes. Puis, c'était pas nécessaire non plus, mais c'était rempli de soldats russes. Ils ne ramassent pas. Ils les laissent là. Ils en rapatrient quelques-uns, puis là, ils en font des héros, puis ils le médiatisent, mais sinon, ils sont laissés là. Autre affaire, les familles russes doivent payer pour rapatrier leur fils. Puis il y a un racket entre les généraux. Fait qu'il y a des histoires de pots de vin. Fait que c'est comme... fait qu'ils font des fausses communes. Fait que... puis bon, c'est comme ça qu'on sait un peu plus combien de soldats russes sont morts, parce que les Ukrainiens les enterrent. Non, ils les laissent là. Ouais.
Oui, j'avais une question. C'était, oui, s'il arrive quelque chose à un des photographes, bon, je pense que ça s'est déjà passé, bon, voilà. Il se passe quoi avec les photos? J'ai pas compris le début de ta question. S'il arrive quelque chose à un photographe, si, bah, voilà, Si un photographe est blessé ou tué? C'est ça. Oui, OK. La carte SD, est-ce qu'elle est récupérée ou est-ce que... Non, mais parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question. Genre, je me demande, enfin, ils ont pris des photos. Oui. Bien, là, c'est un conflit assez meurtrier pour les journalistes. Là. Il y a eu beaucoup de blessés puis plusieurs morts jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les énumérer, puis je ne me souviens plus combien, là, mais il y en a eu plusieurs. Ça va dépendre du temps qui les trouve. Si l'armée ukrainienne a retrouvé un photographe... Non, c'était-tu un photographe? Oui, c'était un photographe qui fait aussi de la vidéo, mais ça faisait comme plusieurs... Je pense que ça faisait une semaine qu'il était disparu. Ils l'ont retrouvé. Ils l'ont identifié avec ses cartes d'identité. Je ne sais pas si on a récupéré la carte, mais ça va dépendre. Des fois, ils sont retrouvés... Si ça se passe, qu'il y a des collègues journalistes autour, ça se fait tout de suite, oui, là, mais je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est comme un accident, c'est un accident en zone de combat. Il y a plein de paramètres qui sont changeants. Là. Mais oui, ils vont tenter de récupérer son dernier travail. Je me rappelle de Robert Capa qui est décédé, c'est super vieux, là. J'étais même pas né, là, mais le gars du Vietnam, ses photos, ses dernières photos sont célèbres, là, c'est le dernier clic avant de se faire, de mourir. Il y a des histoires comme ça. Ouais. Oui. Oui. Oui, ben c'est drôle que vous mentionniez justement Robert Capa parce que je pensais justement à ça suite à sa question, qu'il y avait eu aussi la conjointe de Robert Capa, je pense, qui était décédée pendant la guerre civile espagnole en faisant des photos comme ça sur le champ. Elle est allée prendre là, sur le terrain de bataille puis elle est décédée en revenant dans son... Oui, c'est vrai. C'était juste... ça m'a fait penser à ça. On doit à Robert Capa, lui, il a rendu une expression en photo célèbre. C'est une traduction. Si tes photos ne sont pas assez bonnes, c'est que tu n'es pas assez près. Exactement, oui. Fait que, toute la notion de proximité que je vous parle depuis le début de la soirée, je ne l'ai pas inventée. C'est si tu veux améliorer, bien, pas en situation de portrait où nos deux, mais dans la situation de reportage, tu veux améliorer tes images, bien, rapproche-toi du monde. T'sais. Pas juste physiquement, mais rapproche-toi de leur histoire. Rapproche-toi de tes sentiments parce que moi, là, la photo, là, c'est pas juste, c'est une communication. Il faut toujours se dire, on raconte une histoire avec nos images. C'est moi qui parle quand vous regardez mes images. Donc, il y a plein de ma sensibilité là-dedans. Là. Donc, c'est ça qui fait qu'une image a de la profondeur aussi. C'est clair. Mais oui, ma question, en fait, c'était un petit peu par rapport à ce dont on parlait juste avant la dernière question, l'histoire de neutralité, de quel côté se mettre. Oui. Puis je me disais, évidemment, je n'étais pas surprise là, quand vous avez dit que dans un cas comme celui-ci, vous n'êtes pas capable d'être neutre comme pas mal tout le monde qui a une tête, là, je pense, qui est occidental puis qui pense comme... Mais est-ce que aussi, dépendant du journal pour lequel on travaille, on sait bien que chaque média a ses points de vue. Est-ce que la neutralité est toujours souhaitable? C'est ça que je me demandais. Par exemple, la presse, dans la manière de couvrir tel conflit ou un autre journal, est-ce qu'il aurait voulu aussi qu'on montre les deux côtés de manière neutre, comme si on avait un regard neutre? Ou est-ce que ça aurait été mal vu, à la limite, t'sais? Si c'était possible, on le ferait. Ah oui? Oui. Ouais. Oh oui, c'est une question qui est fondamentale à notre travail, fait qu'on va toujours tendre vers ça. Tu sais, n'importe qui va écrire un article, s'il n'a pas demandé à la contrepartie une réaction, ça ne sera pas publié. C'est pour ça que des fois, si vous allez lire, nous avons contacté le ministère des Pêches et Océans qui n'a pas voulu répondre à nos questions, mais on l'a contacté. On donne toujours la chance à l'autre. Là, dans un cas d'un conflit ouvert comme ça, avec pour l'instant, avec l'armée russe qui
c'est plus difficile, là, c'est là que... Mais, tu sais, j'ai dit ça, mais on va toujours essayer de tendre vers une neutralité. Comme, mettons, je vous ai parlé d'une école qui est bombardée, mais, tu sais, je ne vais pas essayer d'en rajouter. Tu sais, c'est une façon... C'est pas neutre, mais c'est une façon de... Tu sais, on ne va pas essayer d'en rajouter, puis d'en beurrer, puis... Exact, exact. Comme je vous parlais, il y a un journal anglais, très à sensation. Eux autres, là, c'est juste ça qu'ils cherchaient. Là, c'est ça leur mandat de leur journal. Trouve-nous du sang. Là, mais à la presse, ben, on n'est pas là-dedans. Là, puis on est devenu aussi, même notre ligne éditoriale, on n'est plus fédéraliste, on n'a plus de propriétaire, on est une OSBL. Ça fait que notre ligne éditoriale est encore plus neutre. Mais veut pas, on va se l'avouer, là, pour le conflit en Ukraine. Puis ça, c'est dangereux, mais tout le monde pense pareil. Puis moi, j'aime pas ça, même si je suis là-dedans, puis je suis comme tout le monde. Mais c'est pour ça que ma question venait de là. C'est particulier, là. On vit quelque chose. On vit vraiment quelque chose de particulier. C'est ça que je me disais, c'est ça. Moi, tu sais, il faut toujours se dire, ce qu'on lit, c'est des soldats, c'est pas tout le peuple russe qui fait ça, là. Il faut toujours avoir ça à l'idée. Puis l'armée canadienne a connu plein de scandales sur des affaires à l'étranger, l'armée française, les Américains. Tu sais, on n'est pas blanc comme neige, là. Okay? C'est sûr qu'en ce moment, on dit « Ah, les Russes sont ci, sont ça », mais combien de peuples a les mains blanches? Il n'y en a pas. Oui, puis il faut se rappeler, justement, c'est ça, c'est pas le peuple, c'est l'armée. C'est l'armée. C'est même pas toute l'armée, c'est des... là, on commence à comprendre, c'est comme un bataillon particulier, en plus, que Poutine vient d'honorer hier ou avant-hier, là, mais c'est jamais arrivé, là, toutes ces choses-là, mais bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, je me demandais, dans le fond, pour faire le métier que tu exerces, est-ce que tu as besoin d'avoir une formation en journalisme ou c'est plus photo? Ou comment ça se passe au niveau de... Parce que justement, tu dis que tu n'es pas photographe, mais photojournaliste. Comment ça se passe à ce point-là? Je suis photographe, là. C'était juste pour provoquer une petite réflexion que dans le monde de la photo, il y a des branches. Moi, je suis dans celle du photojournaliste, donc je ne dois pas modifier rien. Tandis que un photographe, un artiste qui utilise la photo comme art, lui, c'est tout le contraire. Il ne veut rien savoir de la réalité, il trouve ça plate. Il veut créer quelque chose, une œuvre. Fait que moi, je suis comme dans le spectre. Oui, moi, je suis plus un journaliste qu'un artiste photographe, malgré que je suis pas mal artiste aussi. Mais tout ça pour dire que ma formation, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur le terrain avec une grande journaliste qui était à la presse à l'époque, Michel Ouimet. J'ai vraiment, elle m'a vraiment formé quand j'étais jeune, quand je commençais. Fait que c'est comme ça que j'ai appris. C'est la photo, comme Alex l'expliquait, ça peut bien s'apprendre sur le terrain. Le journaliste aussi, mais c'est mieux d'avoir une formation, ça on ne s'en cachera pas. Chaque fois que moi, quelqu'un vient me voir, j'aimerais ça devenir un photojournaliste, est-ce que je vais à l'université en journaliste ou je suis un cours en photo? Je vais à l'université en journaliste. Tu veux devenir un photojournaliste. Puis au niveau des photos, là, il y avait des photos qui étaient un peu plus artistiques, où est-ce qu'on voyait une meilleure attention à la composition, couleur, cadrage, tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses régulièrement ou quand on va dire tu as du temps, penses un peu plus calme? Tout le temps. Tout le temps. Puis tantôt, il y avait une question sur les inspirations. Je pense que c'était Katia. Moi, ce qui m'inspire, c'est l'art. Je vais au musée. C'est vraiment là que je trouve... tous les cadrages, comme moi, je vais utiliser les triangles. Ça, vous allez au musée, une vieille peinture, toutes les peintres ils vont utiliser ça, les triangles, peu importe dans quel sens. Moi, j'ai beaucoup intégré ça.
Toute la photo de rue, le street art, j'en consomme vraiment beaucoup. Je vais à New York en voir, je vais voir. Puis c'est ça que j'essaie tout le temps d'amener dans mes images. J'apporte une notation particulière en tout temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe que j'ai quelqu'un qui me tire par la manche, j'y vais. Puis, tu sais, puis moi, ce que j'appelle, c'est je roule dans mon cadre. Là, tu sais, je vais prendre mes yeux puis je vais regarder vraiment tout le tour, qu'il n'y a rien qui cloche pour que mes cadrages soient clean. Essayer d'avoir aussi, je suis capable, quelque chose que les couleurs vont avoir des rappels de couleurs, créer une monochromie avec quelque chose de coloré. Tu sais, je vais essayer tout le temps d'utiliser un aspect graphique puis essayer de créer une image, tu sais, que moi, je suis content. D'ailleurs, celle du train, ça fait penser aux couleurs de l'Ukraine, en fait, aussi. Enfin, je ne sais pas si c'était vous. Le train, ouais. Absolument. Bien, c'est ça. C'est le drapeau ukrainien. Exact. Avec du monde dedans. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, je vais toujours essayer d'avoir... Puis quand je choisis mes images aussi, tu sais, je vais essayer de mettre des images que j'aime. Tu sais, c'est... tu sais, comme ça, bien, j'en ai fait... Savez-vous combien de photos j'ai faites en Ukraine? Tentez-vous un chiffre, là. 15 000. J'exagère pas. Un autre chiffre? 5 000. Hein? 14. OK, habituellement, les gens ne disent pas les chiffres de même. Je dis que tu exagères, mais j'en ai fait 7 000. Puis il me semble que j'en ai pas fait tant que ça. Puis j'essaie de me limiter. Mais tu sais, le numérique, ça va vite, là, mais je vais multiplier les angles. Comme le missile planté, là, ben, j'ai fait le tour plusieurs fois. Là. Je me recule, je vais proche, le plan large. Puis Alex, ou c'est encore Katia, le cinéma, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de formations sur le storytelling, là, la narration. Puis moi, c'est vraiment le cinéma. Puis, tu sais, je veux dire, le establishing shot, plan large. Tu sais, dans ma sélection de 10 images, je vais toujours en mettre un plan serré, tu sais, le portrait, tu sais, un angle renversé. Mais tu sais, j'en ai fait beaucoup de ces photos-là, mais le rideau mauve, j'aimais vraiment ça. Fait que là, je me suis concentré, puis cette série d'autobus-là, c'était comme un convoi. Puis là, elle, en plus, avec l'écran, on ne voit pas, mais tu sais, elle était blessée. Le rideau mauve, bien, tu sais, je vais toujours essayer. Je trouve que ça met une touche théâtrale, là, tu sais. Le missile, là, j'en ai fait... Maintenant, ça, là, c'est une question... J'avais 2 images. Là, je ne l'ai pas emmené, je ne savais pas que j'avais parlé de ça, mais j'ai finalement trouvé que c'était ça l'angle que je voulais. Parce que je me disais, hey, le missile est dans leur cour, tu sais. Ça crée comme... Quand tu la regardes, tu sais, oh my God, tu sais, il n'a pas explosé, mais il y a des maisons en arrière. Mais là, maintenant, il y a un gars qui arrive avec son épicerie. Il marche, puis il me regarde, une souris. Il continue. J'ai fait cette photo-là. Mais ça racontait 2 histoires complètement différentes. Une fait plus peur, puis l'autre, elle banalise la scène. Quelle photo je choisis? Le choix, là, bien, j'ai choisi la plus dramatique. Moi, je suis tout le temps honnête, parce que l'autre ne se faisait pas assez dramatique. Mais en même temps, ça rendait la scène banale, mais pas banale pour un lecteur de la presse. C'est pas banal. Fait que, tu sais, comme moi, mettons, j'étais avec ma veste par balle, mon casque, puis les gens n'en ont pas autour de moi. Là, je l'enlève, je le mets dans le coffre du char, parce que je me dis, bien, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Les autres ne sont pas protégés. Un matin, j'embarque avec mon équipe, j'ai ma veste par balle. Là, on arrive à un checkpoint, puis les soldats disent, mettez vos vestes par balle, il y a des snipers. Moi, je mets ma veste. Mon chauffeur n'en a pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis l'étranger, je suis top protégé, puis lui, il travaille pour moi, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais? Une bonne question, hein? Coupe en deux. Tu
comme la journaliste avec qui j'étais n'était pas là, la veste était dans le coffre. Fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, le chauffeur est en avant, mets la veste d'Isabelle. Le fixeur, le traducteur est en avant, mets la veste. Puis moi, je ne la mettrai pas. Puis quand on est revenu, ben là, j'ai mis la veste. Le chauffeur en avait une mince, il l'a mis. Puis, tu sais, mais normalement, je devrais partir du Canada avec des vestes pour tout le monde. Mais ça vaut 6 000 $ une veste. T'sais, on n'en a pas pour tout le monde. Vous savez, c'est tout le temps ça, là. Qu'est-ce que je fais, tu sais? T'es le dimanche, tu as ta veste par balle, puis il y a un gars qui fait son jogging, puis tu entends, là, boum, boum, les bombardements. Lui, il fait « fuck, là, ça fait 20 jours que je suis en guerre. » Bien, je ne vais pas grossir, je vais continuer à m'entraîner. Parce que la vie, il faut qu'elle continue. Tu sais, après une journée que tu es terré, mais après 14 jours, bien, rappelez-vous la pandémie, là, au début, on était dans notre salon, Netflix, c'est cool. Après 2 semaines, hey, je veux sortir, là, tu sais, je veux voir du monde. C'est la même chose. Leur vie continue, donc je me suis perdu dans mes affaires, là, mais je ne sais plus pourquoi je racontais tout ça, mais... Est-ce que, justement, avec 7000 photos, tu es tout seul à faire le triage? Est-ce que vous êtes une équipe complète à regarder chaque photo, à prendre des décisions, même au niveau de la colorimétrie? Moi, je suis toute seule. Je travaille. On est tout le temps toute seule. Le métier de photographe, là, il faut vraiment être autonome. Je suis toute seule. Je fais tout toute seule. Même qu'à cette heure, j'ouvre le système de la presse, puis la journaliste, elle met son texte, puis je place les photos dans le texte, puis on appuie. Il y a juste quelqu'un à la presse qui regarde, puis c'est publié, c'est en ligne tout de suite. Fait que fais tout seul. Il n'y a pas d'équipe. Indépendant, puis qu'au final, à la fin, ça crée un tout. C'est publié. Fait que c'est moi, c'est mon choix, c'est mon écriture visuelle, tu sais. Des fois, on est trop proche, fait qu'on perd le recul. Puis là, tu sais, il y a des pupitreurs à la presse qui sont vraiment merveilleux, qui vont dire telle affaire. Puis les autres, ils ont le temps de voir toutes les dépêches de presse, puis ils vont nous flaguer des affaires. Puis ça nous aide vraiment à prendre du recul puis à modifier un peu mon choix. Des fois, tu sais, l'autre affaire, là, quand vous lisez le journal, tu sais, vous avez un recul, l'événement s'est passé la veille, tu sais, vous êtes capable de... Mais nous, on la vit en direct, là. Fait que moi, je dois analyser, OK, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, quand je vous disais la colonne de tanks russes, bien, moi, tu sais, là, aujourd'hui, je vous dis, bien, c'était des Ukrainiens. Ah, OK. Non, mais moi, pendant 5 minutes, c'est des Russes. Je dois, tu sais, comme piouter ça, là, je dois me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, OK, c'est quoi le comportement? Fait que mon chauffeur, il a arrêté. J'ai dit, non, continue, parce que si on arrête, c'est suspect. Continue. Là, OK, après, je fais-tu des photos ou pas de photos? Puis là, les Russes, c'était des Ukrainiens, là, mais là, à ce moment-là, les Russes, ils te regardent de même. Là, les autres, ils sortent, sont 20 par tank. Ils sont sur le dessus du tank, comme ça, là, ils sont à la guerre. Puis là, ils te regardent dans le char. Je fais-tu des photos ou pas de photos? Si je fais des photos, puis c'est des Russes, je suis mort. Là, j'ai le chauffeur. Fais des photos parce qu'on voulait voir le maudit signe. Parce que là, les Ukrainiens avaient utilisé un nouveau signe, probablement pour tromper les Russes. Puis là, les autres, les locaux, n'étaient pas capables de l'identifier. Puis là, c'était pour ça là, que le stress était grand. Fait qu'il faut tout le temps analyser la situation en temps direct, puis tenter de comprendre. Puis il n'y a personne qui dit non, Martin, ça, c'est telle affaire, qui t'explique. Il n'y a personne qui a l'explication. Puis dans une zone de conflit, l'information, c'est crucial pour les deux camps. Fait qu'il n'y a personne, l'information ne circule pas, c'est tous des secrets militaires. Fait qu'ils ne disent rien, tu ne sais rien. Puis là, tu traverses un checkpoint, puis là, il dit, ben mettez vos vestes, il y a des snipers. OK, ils sont où? Je ne pourrais pas te dire. Puis c'est ça, quand je me suis fait arrêter, c'est qu'ils pensaient que j'étais un espion russe, parce qu'il y a énormément d'espions russes. Puis là, moi, tu sais, j'ai les yeux pâles, puis bon, j'ai déjà été blond. Mais là, il était, là, c'est un espion russe. Fait que là, par chance, quand j'ai été les premières fois en reportage, il n'y avait pas Internet. Mais bon, je sais, je suis un grand-père, mais ils ne pouvaient jamais voir ce que je faisais, mais je ne pouvais jamais leur montrer non plus.
à moins que je parte avec une pile de journaux en dessous du bras, puis que je leur montre ça. Ça n'arrivait pas. Là, aujourd'hui, première chose, ils disent « Ah! » tout le monde a un téléphone, il y a Internet. Ils checkent ton Instagram, ton Facebook, la presse. Ils font Google Translate, ils lisent le texte. Fait que l'information circule à une vitesse folle. C'est bon puis pas bon. Fait que c'est ça. Fait que si tu te fais interroger, bien, c'est super facile de me taguer puis de voir. Je ne suis pas une personnalité publique, mais je veux pas, là, à cause de la presse, tout ça, c'est assez. J'ai comme. Si tu mets mon nom, bien, Martin Tremblay, la presse, bien, ça va. Ça t'a sauvé, donc. Bien, c'est ça. Fait que là, ma crédibilité était établie d'office, à moins d'avoir une super bonne couverture. Fait que ils nous ont libérés assez facilement à ce moment-là. J'ai juste pas compris, c'est parce que vous avez dit qu'en Arménie, vous êtes fait arrêter par les Russes. Oui. Et cette fois-ci en Ukraine aussi? Non, c'est les Ukrainiens. Okay, tout le monde m'arrête. Non, mais je suis malchanceux. Je me suis pas vraiment... J'ai jamais eu vraiment de problème, mais en Arménie, c'est un peu spécial parce que l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Ils ont pris un bout du pays. Puis les Russes sont venus s'interposer entre les deux, puis ils sont les gardiens de la paix d'une tranche de l'Arménie. Fait que moi, je voulais montrer... On est allé dans un village que la nouvelle frontière coupait le village en deux. Fait que là, t'es ici, c'est l'Arménie, au mur, tu avais un tank russe, puis de l'autre bord de Mont-Royal, c'est l'Azerbaïdjan. Les deux armées se regardent, puis ils se tirent dessus, puis tu as les Russes au centre. Fait que là, moi, je suis juste venu innocemment faire une photo de cette scène-là. Puis là, l'Azerbaïdjan, ils ont capoté, là. Fait que là, ils se sont mis à courir dans tous les sens. Là, ils ont appelé les Russes. Là, les Russes sont venus m'arrêter. Fait que, après ça, j'étais tagué. Fait que là, j'ai été dans une autre ville. Puis là, ils m'attendaient à côté de la voiture. Encore arrêté. Bien là, c'était pas une grosse arrestation, là. Juste interpellé, plutôt. Puis, une autre fois, dans un village aussi où ils étaient. Ils m'aimaient plus. Est-ce qu'on peut avoir cette photo-là d'Arménie-Azerbaïdjan? Est-ce qu'elle a été dans la presse? Oui, je peux vous montrer le reportage. Ça, je remarque que tu tagues tes photos par couleur. Est-ce qu'il y a une signification? C'est juste pour me repérer, là. C'est pour aller un peu plus vite. Mais est-ce que c'est-tu par un statut, par non, ça, nous, d'importance? on traite les images avec... mais je donne quand même plusieurs conférences. Fait que j'ai toujours un peu près... ouais, ici. Bon, je vais vous montrer le reportage. Je sais qu'il se fait tard, vous êtes fatigué, là, mais puisqu'on m'a posé la question, c'est pas ce qui a été publié dans la presse tel quel. Moi, j'en ai fait un reportage sur le choc post-traumatique de l'Arménie. L'Arménie a connu aussi un génocide, très grand génocide, causé par les Turcs. Puis cette attaque-là, puis il y a eu 5000 morts en Arménie. Fait que c'est ça que j'ai documenté. Nous, on arrive à la fin de notre, oui, notre capacité d'enregistrement. Ben oui, c'est ça. Ça fait plus de 2 heures. Les caméras, elles ont fait non. Merci à nos 3 invités vraiment extraordinaires pour votre temps, votre générosité, encore une fois pour le public, etc. Je pense que c'est vraiment un sujet ultra passionnant, que ce soit la variété déjà des sujets en son temps. Et donc merci encore, un grand merci, un grand applaudissement pour eux. Merci donc Katia, Alex et Martin. Merci vraiment pour tout et je pense qu'on est très chanceux de vous avoir ce soir, vraiment.